Notre invitée qui est Caroline Bader. Bonjour Caroline. Bonjour. Alors vous êtes allemande et vous m'avez dit je vais parler doucement parce que je ne suis pas française. Donc on va faire attention à ne pas parler trop vite nous-mêmes. Vous allez être interrogé par Éric Denimal qui est journaliste. Vous êtes de la Fédération luthérienne mondiale, c'est bien ça? Oui, je travaille comme directrice de le bureau de jeunesse pour la Fédération luthérienne mondiale à Genève, en Suisse. D'accord. Et donc, à ce titre, vous êtes impliquée dans la COP 21. Oui, je suis ici avec une délégation des jeunes luthériens de toute notre région, donc de tout le monde. Cette jeune déléguée qui je accompagne et que j'ai préparée pour cette COP 21. D'accord. Merci beaucoup. On va dans un instant revenir à cette question de la COP 21 avec les jeunes et la Fédération luthérienne mondiale. Mais ça y est, je crois que nous avons rétabli le contact avec... Ah non, toujours pas. Toujours pas. Donc, alors, on continue alors avec Éric et on reviendra peut-être un peu plus tard pour la qualité de l'air. En fait, bonjour à tous. J'espérais un peu la chronique sur l'air parce que Caroline avait besoin de reprendre un peu son souffle. Elle a couru depuis le Bourget ou presque. Et puis ce matin, elle s'est un peu trompée d'adresse. Mais enfin, vous êtes là. Merci beaucoup, Caroline. Effectivement, vous travaillez à Genève dans le cadre de la Fédération mondiale luthérienne ou la Fédération luthérienne mondiale. On parle beaucoup en Allemagne de l'écologie. Elle est un peu l'exemple que l'on connaît pour l'ensemble de l'Europe et peut-être davantage. Pourquoi est-ce que l'Allemagne est tellement à l'avant-garde de toutes les questions écologiques? Et est-ce que, puisque vous êtes luthérienne et dans le cadre de cette église, est-ce que le luthéranisme y est un peu pour quelque chose? Parce que Luther a parlé aussi de cela. Merci pour cette question. En fait, je suis née en Allemagne de l'Est et là, les mouvements d'écologie étaient très importants pour l'Église et aussi pour l'État. Et donc, je pense que je suis grandir avec les valeurs de s'occuper de l'environnement. Et les églises, ils sont très, très sensibilisés et ils ont des structures pour s'occuper de la nature, de faire la théologie de création. Donc, je ne sais pas pourquoi en Allemagne, mais je suis très, très heureux que ça est devenu un mouvement global. Donc, ce n'est pas que l'Allemagne. En fait, dans la première heure de notre programme, on a beaucoup entendu parler de Calvin, les citations de Calvin. J'avais envie de savoir si Luther avait aussi eu un discours, des paroles de façon générale sur la protection de la création, la planète, etc. Donc il y a un mot qui est très connu de Luther, c'est, je ne sais pas si je quote parfait, mais il dit si le monde va finir demain, je vais planter mon petit arbre de pommes. Donc il a pensé au futur et à la sustainabilité et à l'écologie. Mais je pense aussi il a beaucoup... il nous a offert le chemin pour interpréter la Bible et pour vraiment ouvrir l'éducation pour tout le monde. Donc, c'est nous qui devons agir. Maintenant, je crois qu'on a la chronique. Je crois qu'on a un direct alors, avec Caroline, le téléphone. Voilà, vous allez reprendre un peu votre souffle. Avec et nous, la chronique de l'air. Ce qui se passe. Voilà, la qualité de l'air avec Jean-Philippe Guettal. La météo. La météo de l'air. Alors, désolé Annabelle pour l'attente, nous sommes avec Annabelle en Languedoc. Et puis nous étions à Strasbourg tout à l'heure, donc on fait un petit peu un long trajet. Annabelle, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. On a eu un petit problème technique, c'est pour ça que vous avez dû attendre un petit peu. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de la qualité de l'air en Languedoc? Oui,
Alors, la qualité de l'air en ce moment, elle est plus ou moins bonne, puisqu'on rentre dans une période hivernale où les niveaux de pollution aux particules peuvent être assez élevés. Donc, on avait par exemple des épisodes de pollution aux particules dans le Gard et dans l'Hérault ce week-end. Donc là, les niveaux redescendent un petit peu. Aujourd'hui, on est sur une qualité de l'air plutôt bonne sur l'ensemble de la région. Mais voilà, l'hiver, on a les émissions liées au chauffage, notamment qui se rajoutent aux émissions liées au trafic routier. Donc, on peut avoir des épisodes de particules aux suspensions assez fréquents. D'accord, c'est tous les chauffages qui posent problème? C'est plutôt le chauffage au bois, tous les chauffages qui impliquent une combustion, qui sont pas forcément labellisés ou performants en énergie, qui peuvent émettre des émissions de particules. Et donc effectivement, les mois d'hiver, on a généralement des émissions de particules qui sont généralisées sur l'ensemble de la France. D'accord. Alors, on sait que vous êtes là pour prévenir la population en cas d'alerte. Comment faites-vous pour prévenir la population? Alors, dès qu'il y a un épisode de pollution, quels que soient les types de polluants, on prévient effectivement, on envoie un communiqué officiel donc à toutes les préfectures, aux services de l'État, aux établissements scolaires par exemple, aux professionnels de santé. Et pour les populations, donc les populations peuvent s'abonner sur notre site internet pour recevoir en direct les alertes pollution qui se retrouvent donc sur notre site internet ou encore sur nos réseaux sociaux. Donc on essaye de développer plusieurs outils comme une application aussi smartphone pour que les gens puissent être informés au quotidien et en temps réel sur ces alertes pollution et surtout connaître les recommandations comportementales et sanitaires pour essayer de limiter la pollution de l'air et puis pour se protéger en cas d'épisode de pollution. D'accord. Alors, c'est le cas de tous les Atmo de France et Air de France? C'est ça, puisque nous sommes des observatoires agréés par l'État, donc il y en a un dans chaque région de France. Donc nous sommes Air Languedoc-Roussillon, on surveille la qualité de l'air sur l'ensemble de la région Languedoc-Roussillon. Et dans chaque région de France, vous avez un observatoire agréé qui fait exactement les mêmes choses que nous et donc qui prévient les populations en cas d'épisode de pollution. D'accord. Et au quotidien. Alors, on encourage nos auditeurs à aller vous suivre sur les réseaux sociaux et puis vous suivre de manière générale. Merci beaucoup, Annabelle. Je vous en prie, bonne journée. Merci de même. Merci Jean-Philippe, merci Annabelle pour cette chronique de l'air, de la qualité de l'air. Il est 8h11, on a un petit peu bousculé notre programme là puisqu'on a eu des problèmes de communication téléphonique. On reprend l'interview de Caroline Bader qui répond aux questions d'Éric Denimal. Oui, alors Caroline Bader, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes directrice de la jeunesse pour la Fédération luthérienne mondiale. C'est un poste que vous occupez depuis 2012. Oui, c'est ça. Oui, depuis 3 ans. Oui. Et est-ce que vous vous sentez bien à ce poste ? Oui, absolument. C'est très intéressant de travailler avec notre Église membre dans tout le monde. Nous avons 145 églises membres luthériens. Et je travaille avec des jeunes de 18 à 30 ans qui sont des leaders dans leurs églises. Et je les accompagne de faire le plaidoyer ensemble, de s'occuper de l'église, de l'éducation des enfants et tout ça. Alors, vous avez passé plusieurs jours au Bourget. Merci d'être avec nous ce matin. Vous faites quoi au Bourget en ce moment ? En fait, notre délégation est composée de 7 jeunes de notre 7 régions qui représentent ensemble la communion luthérienne tout entière. Quand vous dites 7 régions, c'est les 7... en fait, c'est les 5 continents et 3 régions en Europe. Donc, on a l'Asie, l'Afrique, Amérique latine, Amérique du Nord, Europe du Nord, Europe de l'Est et Europe de l'Ouest. J'ai l'impression que je vous fais faire un exercice de diction un petit peu difficile, alors pardonnez-moi. Mais comme ça, on découvre que les luthériens sont dans le monde entier. Ils ne sont pas simplement en Allemagne et en Alsace. Oui, mais absolument. Ça a commencé il y a 540 en Allemagne, mais aujourd'hui, on peut dire que les luthériens et la Réformation, c'est global. Donc, on a en fait 72 millions de membres dans tout le monde. Et donc, c'est les églises les plus grandes qui grandissent. En fait, ce n'est pas en Europe, c'est en Afrique et en Asie. Et alors, est-ce que vous avez le sentiment que l'intérêt pour la planète, la sauvegarde, le climat, etc., de la part des jeunes, d'abord, on imagine bien que tout le monde est conscient de l'importance de l'enjeu, mais est-ce qu'il y a des continents sur lesquels on sent un intérêt beaucoup plus grand, plus fort, plus préoccupé ? Je pense qu'il y a les régions au sud de ce monde là où c'est plus urgent de s'occuper de changement climatique et la justice climatique. Mais il y a peu de
sensibilisation. Pourquoi les événements extrêmes se passent. Et donc, les jeunes, ils sont très intéressés de savoir plus et de faire le plaidoyer ensemble. Alors, c'est quoi un plaidoyer ensemble? Donc, ça veut dire, ils parlent de justice, pourquoi les pays qui font beaucoup plus des émissions ont des conséquences pour les autres pays et comment on peut avoir des forces ensemble comme Église. Alors, vous voyagez beaucoup. Mhm. Alors, j'ose pas vous demander quel moyen de locomotion vous utilisez, mais est-ce que Je suis venue avec le train ici. Oui, je sais bien. Et puis, vous avez couru pour arriver à notre maison du protestantisme. Merci encore. Je voulais savoir, est-ce que vous avez l'impression, vous-même en tant que témoin, de découvrir physiquement des choses, on vous montre des choses à tel endroit, à tel autre, qui manifestent les changements climatiques? Absolument, oui. Mais on voit aussi beaucoup des projets qui s'occupent déjà du changement climatique. Donc, il y a beaucoup de projets dans les églises, par exemple à Nicaragua, à Ghana, à Tanzanie, que j'ai vu, les plantations des arbres, les projets pour donner le travail aux jeunes dans les projets de climat. Est-ce que vous avez l'impression que les jeunes font vraiment référence, les jeunes luthériens font vraiment référence à la parole de Dieu défendue par Luther, remise au goût du jour, etc. Ou bien est-ce que c'est simplement une prise de position écologique, humanitaire, solidaire? Je dirais que l'histoire de création et de Genesis, ça c'est évidemment pour tout le monde. Donc on parle beaucoup de ça. Mais je pense qu'on peut faire plus de théologie de création et savoir comment on peut interpréter la Bible dans une façon écologique. Et est-ce que vous avez des pistes à nous proposer dans cette lecture biblique ou bien dans cette manière de saisir le texte biblique et de pratiquer quelque chose de très particulier dans le quotidien? Par exemple, si on parle du voisin, c'est peut-être pas seulement le voisin, la côté qui est très, très proche de nous, mais aussi le voisin qui est loin. Donc, dans une communion globale, on comprend que notre frère et notre sœur, c'est aussi ceux qui habitent très loin. Donc, s'occuper de son voisin, ça veut dire aussi de s'occuper de tout le monde qui est affecté par le changement climatique aujourd'hui. Et est-ce que vous avez l'impression que les choses avancent réellement? Est-ce que vous avez l'impression que les jeunes sont vraiment saisis d'espoir en face de l'immensité du travail, ou bien est-ce qu'il y a un peu de fatalisme, voire de rancœur à l'égard de leurs parents? Peut-être c'est un peu différent dans les différentes régions de notre monde. Là où c'est très urgent, où il y a vraiment les événements extrêmes et les catastrophes, là c'est urgent. Donc, là, par exemple, dans quel pays? Donc, en Inde. Donc, par exemple, j'étais en Inde pendant une conférence de jeunes sur l'écologie. Oui. Et pendant cette réunion, il y avait un grand typhoon qui est arrivé. Donc, on a fini tous et tout le monde est parti pour être avec leur famille. Et en fait, il y avait 1 million de personnes qui étaient déplacées à cause de cette typhoon. Donc, c'est très, très évidemment. Mais je dirais donc les pays de l'Europe, c'est un peu plus difficile. Tout le monde le sait, mais on ne le voit pas, le changement climatique. Donc, je pense qu'il faut parler et partager beaucoup pour comprendre les événements qui se passent déjà. Alors, il y a l'information qui circule, mais on a parfois l'impression qu'on est abreuvé d'informations et que, par exemple, on parle beaucoup de la COP21 en ce moment et parfois certaines personnes disent on commence à en avoir un petit peu par-dessus la tête parce qu'on en parle beaucoup. Est-ce que l'information suffit ou bien est-ce qu'il faut des actions plus spécifiques et notamment en Europe de la part de cette jeunesse pour faire avancer, j'allais dire le schmilblick, mais je ne suis pas sûr qu'en Allemagne on comprenne exactement ce terme, mais faire avancer les idées. Peut-être en Europe, c'est une question de toucher les cœurs et de faire des actions, pas seulement de savoir les choses. Donc, je vais vous parler d'une petite anecdote entre une jeune luthérienne de Norvège et un jeune luthérien de Ghana. En fait, eux, ils se sont rencontrés dans une réunion de la FLM et ils ont parlé de changement climatique. Et le jeune homme de Norvège, il a fait toutes les études et ils savent tous sur le changement climatique. Mais c'était la première fois qu'il a vraiment
compris, oui. qu'est-ce que ça veut dire pour son frère à Ghana à cause des événements extrêmes. Et il a pleuré. Parce qu'il a dit, c'est moi qui a fait ça parce que notre émission de CO2, c'est vraiment très haute en Norvège et c'est vous qui souffrez à cause de ça. Donc pour lui, c'était la première fois qu'il était vraiment touché. Donc je pense on peut partager. Le témoignage personnel vécu. Je pense que c'est ça. Pour comprendre les histoires, les personnes parlent des nombres seulement. Ce n'est pas les statistiques, ce n'est pas les nombres des personnes qui sont mortes, mais c'est les personnes. En fait, on a besoin peut-être de raconter des histoires plutôt que d'aligner des chiffres, des bilans, etc. Oui. Et je pense une action concrète qu'on a commencé, c'est le Jeûne pour le climat, là où on fait vraiment une action d'être en solidarité avec les frères et sœurs qui sont déjà affectés par les changements climatiques. Alors parlez-nous quelques instants de ce jeûne. Donc, Jeûne pour le climat, ça a commencé il y a 2 ans à Varsovie pour la COP19. En fait, là, il y avait un négociateur philippino, Yepsanio, qui était touché par la catastrophe en Philippines, par le typhon Haiyan qui s'est passé là-bas. Et donc, notre délégation des jeunes de la FLM, c'était quelques heures après, ils ont décidé de lui joindre dans cette jeûne. De l'accompagner, de se joindre avec lui. Oui, et de faire une chaîne de jeûneurs pendant cette COP. Et après, on a parlé avec des autres jeunes de différentes religions qui étaient représentées au COP. Et ils étaient d'accord. Donc, ils ont dit, alors, on va faire ça ensemble dans les différentes traditions de notre religion. Et après, on a parlé au réseau interreligieux à la COP. S'ils veulent participer, s'ils veulent soutenir ça. Et on a écrit un message interreligieux pour le COP. Pourquoi on jeûne ensemble en solidarité avec les victimes. Et donc ça, on a montré à Christiana Figueres, qui est la directrice de COP, du UNFCCC. Et dès 2013, on a grandi avec le Jeûne pour le climat et de jeûner chaque mois un jour, donc les différentes traditions spirituelles, mais en solidarité avec ceux qui souffrent déjà. Et c'est vraiment, c'est énorme, c'est extraordinaire de voir comment les religions peuvent faire ça ensemble et comment on est unis dans cette motif ou cette cause. La dimension symbolique de ce jeûne, vous l'expliquez comment? Là, on a un petit blanc. Oui, si on est prête de ne pas manger volontairement. Voilà. Privation. Oui. C'est peut-être aussi possible de changer les systèmes, de changer la consommation, de changer soi-même. Le jeûne, on le sait, c'est un principe biblique important. On le retrouve dans d'autres religions. Est-ce que dans toutes les religions, il a le même sens? Je pense que le jeûne, dans toutes les religions, c'est un signe de quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose qui n'est pas quotidien. Donc je dirais que le changement climatique, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un souci pour toute notre génération. Mais donc il y a les différentes pratiques de jeûne, je dirais, dans les religions. Donc quelquefois, c'est quelques semaines, ou c'est un jour, ou c'est pas manger de la viande, ou c'est pas boire. Mais le symbolisme dans toutes les religions, c'est d'avoir un temps de réflexion, de prier ou de méditer, et de faire une pause de la vie normale. Vous avez l'impression que des personnes qui peut-être n'avaient pas l'habitude de jeûner ont découvert quelque chose au travers de cette expérience qui peut-être a été vécue par solidarité au départ, mais qui a pris un sens plus profond au fur et à mesure de la pratique? Oui, je dis dans les deux sens. Pour sa vie spirituelle, soi-même. Personnelle, oui. Personnellement. Mais aussi pour être plus engagé dans les plaidoyers de justice climatique. En fait, on a vu que ceux qui ont participé au Jeûne pour le climat, ils ont continué à parler de ça et de son expérience et pourquoi ils ont fait ça. C'est Caroline Bader qui répond aux questions d'Éric Denimal et tout de suite nous accueillons Elsa Van de Wilde pour les questions des auditeurs. Alors, les auditeurs ont posé quelques questions pour Caroline. Bonjour, tout d'abord Caroline Bader, enchantée. Alors, une première question de Clément de Toulouse. Sentez-vous les jeunes suffisamment réceptifs aux questions environnementales?
C'est comme je dis avant, c'est différent dans les différents pays. Donc en France, je ne sais pas, mais je vois beaucoup d'engagement ici autour des COP 21. Mais je dirais que c'est une génération qui doit s'occuper de cette question. Et alors justement, Géraldine de Tours se demande, est-ce que les églises vertes sont aussi développées en Europe du Nord qu'au Canada? Oui, en fait, ça existe. Ça existe, mais est-ce que c'est aussi développé, aussi important? Pour les pays là-bas? En Europe du Nord, aussi important qu'au Canada? En fait, on a les églises vertes en Suède, en Norvège, en Finlande, donc ça existe et ça c'est peut-être petit, mais ça a commencé à grandir. D'accord, ça prend de l'importance. Alors, on vient de l'entendre, le problème de chauffage a un rôle important dans le dérèglement climatique. Que font les églises allemandes pour chauffer leurs temples? Donc une question de Roger de Paris. Très bonne question. En Allemagne, on a beaucoup des églises très âgées et on a beaucoup des églises et pas trop de membres dans les églises. Donc, si on chauffe les églises, les temples pour le dimanche, c'est toujours une question d'être effectif. Donc, il y a des solutions et on discute. Je pense là, on a des choses à faire, vraiment. Peut-être mettre un gros pull ou... Bon, alors du coup, ouais. Est-ce que les églises protestantes en Allemagne prennent en compte dans la construction des temples des normes écologiques? Oui, en de fait, nouveaux temples. Oui, ça c'est une loi. Une loi, et ils sont très conscients de ça. Donc, dès qu'on construit quelque chose de nouveau, normalement, c'est des critères de construire écologique. Vous avez des exemples à donner oui, à Dresde, à mon ville et à mon église, il y avait une catastrophe. En fait, c'était notre fleuve, la Elbe, qui était vraiment très, très haut. Donc, ça a détruit beaucoup. Et après, on a fait beaucoup de reconstructions. Et les reconstructions des églises et des places de rencontre étaient toutes écologiques. Donc, en fait, après, c'était mieux. Alors, une dernière question un peu moins concrète peut-être. Alors, avez-vous une anecdote de vie ou spirituelle qui représente le mieux votre implication pour l'environnement? C'est une question de Nicolas de Paris. Ça peut se traduire par l'une de vos actions? Je dirais, je vais raconter encore une fois cette anecdote d'Inde quand j'étais là pour la réunion des jeunes, des 500 jeunes, pour la question de justice climatique et écologique et qui était interrompue par le climat, en fait. C'était un peu ironique, mais et là, on avait vraiment peur et c'était si évidemment qu'il faut faire quelque chose, aussi dans les pays du Nord, que ça m'a touché beaucoup en fait, et de voir la peur des gens, des jeunes qui sont chercher leur famille et tout ça. Donc ça c'est un événement. Mais je dirais aussi que oui, beaucoup dans mes voyages, je vois des personnes les plus pauvres qui, par exemple, j'ai vécu à Bangladesh et là il y avait une famille dans une slum qui a déménagé 3 fois pendant 3 mois à cause du climat. Et donc, ils ont perdu tout, ils ont reconstruit, après, ils ont perdu tout, et un mois après, ils ont reconstruit encore une fois. Et la femme, elle était très âgée, donc elle ne pouvait même pas. Donc, c'est ça, les histoires, les anecdotes qui touchent. Ce n'est pas notre réalité tout le temps. On a des maisons très stables, mais il faut écouter les frères et sœurs dans le Sud. Merci beaucoup, Caroline Bader. Merci beaucoup, Elsa, aussi d'être venue poser les questions de nos auditeurs à Caroline Bader, Elsa de Radio Albatros au Havre. Et tout de suite, on retrouve Eric qui est toujours avec nous pour poser encore quelques questions à notre invité. Moi, j'ai envie de demander à Caroline Bader, qui, je le rappelle, est directrice jeunesse pour la Fédération luthérienne mondiale. Quelle est votre espérance accessible suite à la COP 21? Et puis, un deuxième volet à ma question, quelle est l'espérance dont il faudra reparler à la COP 22? J'ai eu l'espérance que la COP 22 va pas se réaliser. Elle n'a pas besoin d'exister. Alors mais, là, franchement, c'est plus que de l'espérance. Hein. Oui. Non, mais je pense qu'après la COP 21, il faut
prendre la dynamique et les réseaux qui se sont construits ici à Paris entre les différentes religions, entre les différents acteurs de la société civile et se mettre en action. Donc on va avoir des plans à long terme pour notre Église. Mais je dirais que cette génération des jeunes qui sont là, qui sont au COP, ils me donnent beaucoup d'espérance en fait, parce que c'est une génération qui est le plus connectée, je dis, par l'Internet. Donc ils sont vraiment... ils peuvent Ils sont dans un grand village, en fait. Hein, oui, on se c'est communique ça. Ils beaucoup. sont très, très connectés. Donc, ils peuvent s'informer, ils peuvent partager les histoires, ils peuvent se mobiliser. On a eu une rencontre virtuelle avec un groupe en Indonésie quand on était ici, qui ont fait un match au foot pour le climat. Pour la COP21 ici à Paris. Donc, on a fait une petite conférence virtuelle avec eux. Donc, on peut se mobiliser ensemble. Et je pense que c'est vraiment un grand défi pour cette génération, mais ils sont prêts de s'adapter et d'être créatifs autour de ça. Je pense qu'ils sont prêts de renoncer les choses. Donc, pas tout le monde a besoin de 3 voitures ou 3 portions de bœuf chaque jour. Donc, c'est vraiment une génération qui voit les défis et qui voit les changer. Et j'ai 2 délégués dans ma délégation qui me donnent beaucoup d'espoir. Une, c'est Vera de la Russie, qui est ici toute nouveau. C'est la première fois au COP, c'est la première fois autour des changements climatiques, mais elle est vraiment motivée de commencer quelque chose en Russie après le COP 21. Oui, oui. Et elle est très, très motivée, donc ça donne d'espoir. Le deuxième, c'est Tamesha de Guyane, et pas le Guyane français, mais le Guyane anglophone, qui c'est une jeune femme de 23 ans, qui est très très bon, elle parle très bien, elle est vraiment très politique, oui. Et elle veut devenir le prochain président de son pays. Ah oui, carrément. On sait très bien bien qu'elle est ici, qu'elle voit tout ça, qu'elle est au courant des défis pour son pays, le Caraïbes, qui sont vraiment en risque de ce changement climatique. Donc, ça me donne espérance. Vous me rappelez le prénom de la future présidente de Guyane? C'est Tamesha Watson. D'accord, vous notez tous, hein, on fait un peu de prophétie aussi. On a beaucoup parlé avant la COP21 en disant on risque de ne rien voir sortir réel de cette rencontre, un petit peu comme la montagne qui accouche d'une souris. Vous, ça fait une semaine que vous êtes au Bourget. Je vous vois pétillante, l'œil vif. Je le dis pour les auditeurs qui n'ont pas la chance d'avoir Caroline devant eux. Vous êtes vraiment enthousiaste aujourd'hui ? Oui, parce que c'est un hub, je ne sais pas comment dire en français. Le COP21, c'est vraiment un réseau pour beaucoup des activistes, aussi des activistes religieux. Des acteurs. Des acteurs et des activistes, je dirais. D'accord. Parce que je pense qu'on est plus proche ensemble avec les ONG environnementales et les religions qui sont représentées. Et ça me donne beaucoup d'espoir qu'on peut faire beaucoup plus ensemble après. Parce que ce n'est pas seulement les décisions de la COP21 qui vont sauver le monde. C'est nous qui devons agir et rappeler les politiciens de faire ce qu'ils ont promis. Mais aussi de faire les actions... C'est une rude opération. Hein. Oui, absolument. Mais c'est là dans notre paroisse où on peut faire quelque chose. Et s'il y a des lois, des promis, on peut rappeler les politiciens de nous soutenir. Est-ce que vous pensez qu'il y aura cette audace-là de la part de la jeunesse d'aller houspiller un petit peu, rouspéter les politiques, houspiller, les pousser en disant « vous aviez promis, vous devez faire, faites encore ». Oui, c'est eux, ils sont super motivés. Et je vous dis qu'aujourd'hui, au COP21, il y aura une grande action des jeunes, de toutes les organisations civiles, et vous verrez comment ils poussent. C'est bien, c'est bien. Alors, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous depuis le Bourget. Merci pour votre effort de parler si bien français. Vous avez appris un verbe aujourd'hui, c'est « houspiller ». Hein, oui, merci. Je vous l'écrirai comme ça. Et puis bonne continuation. Il vous reste encore quelques jours au Bourget. Prenez le temps d'y aller. Et puis surtout, galvanisez les jeunes. Nous en avons bien besoin. Voilà. Merci beaucoup, Éric Denimal. Merci, Caroline Bader, d'être venue jusqu'ici.